Bonsoir à toutes et à tous. Merci à tous d'être là pour cette table ronde sur le journalisme en zone de conflit organisée par notre association Dauphine Stratégie Défense. Je suis Baptiste Coinel, le président de l'association, et je suis très heureux d'accueillir avec nous ce soir 3 journalistes d'exception, 3 grands reporters qui, chacun à leur manière, ont entrepris le métier avec une passion indéfectible qui, je le crois, caractérise tout particulièrement leur profession si unique. En dépit des risques et des contraintes, nos 3 intervenants ont su couvrir des zones de conflit très variables, l'Afghanistan, l'Irak, le Yémen, la Bosnie, le Vietnam, l'Amérique latine, la Palestine et bien d'autres encore. Nous aurons donc le plaisir d'écouter ce soir Patricia Lémonière, juste devant moi, Georges Malbruno, juste à sa droite, et Monsieur Philippe Buffon aussi, qui arrivera avec quelques minutes de retard. Ils répondront à nos questions posées par 3 de nos animateurs, Marie Luciano, Léopold Perelman et Victor Chabrol. Cette table ronde s'inscrit parfaitement dans tous les projets que mène notre association, qui vise à sensibiliser les étudiants aux enjeux de défense et de géopolitique. Cette table ronde nous paraît d'autant plus importante qu'aujourd'hui, la question de la liberté de la presse n'a jamais été autant au centre des débats et que le métier de grand reporter de guerre apparaît aussi intéressant que mystérieux. Vous êtes, madame, messieurs, les représentants ce soir d'une profession qui brave le danger alors que plusieurs journalistes sont encore retenus en otage partout dans le monde, tel qu'Olivier Dubois, retenu par un groupe djihadiste au Mali depuis maintenant 10 mois. Votre expérience du terrain et votre connaissance des enjeux des conflits vont assurément nous permettre ce soir de comprendre un peu mieux les enjeux de votre métier, comme ceux des zones que vous couvrez. Chers participants, vous pourrez bien sûr, à l'issue de nos échanges, poser les questions que vous souhaitez aux intervenants. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne table ronde. Monsieur Georges Malbruno, nous commençons avec vous. Vous avez étudié à l'Institut pratique du journalisme de l'Université Paris-Dauphine, que nous connaissons bien. Un an après avoir obtenu votre diplôme, vous partiez en Israël. C'est en 1987 pour couvrir la première intifada. Pendant 20 ans, vous êtes correspondant pour l'AFP, Le Figaro, La Croix, Ouest France, Europe 1 et RTL, au Proche-Orient et Moyen-Orient, où vous dépliez bagages de 1994 à 2014. Dans ce cadre, vous couvrez le renversement de Saddam Hussein en 2003 en Irak, et en 2004, vous êtes pris en otage par l'État islamique, aux côtés de votre confrère Christian Chesneau et de votre collaborateur syrien Mohamed Al-Joundi. Après une détention de 4 mois, Christian Chesneau et vous êtes libérés en France et rentrés en France. De cette prise d'otage et de vos expériences en tant que grand journaliste, grand reporter, spécialiste du Proche et Moyen-Orient, vous publiez le livre Mémoire d'otage, notre contre-enquête, avec Christian Chesneau aux éditions Calment-Lévy en 2005. Aujourd'hui, vous nous présentez votre nouvel ouvrage, qui a tout juste été publié, Le déclassement français, Élysée, Quai d'Orsay, DGSE, Les secrets d'une guerre d'influence stratégique aux éditions Michel Lafon, dans lequel votre co-auteur, Christian Chesneau, et vous-même décrivez la politique étrangère française au Moyen-Orient des années 90 à nos jours. Selon vous, cette dernière a placé la France en situation de déclassement dans la région. Vous décrivez et mettez également en avant les caractéristiques d'un système politique aux pièces maîtresses fondées sur des relations interpersonnelles de pouvoir et des rapports de force. La portée d'une telle description est-elle dénonciatrice du fond et de la forme de la politique étrangère française? Est-ce que le rôle de journaliste grand reporter est-il d'être lanceur d'alerte? Alors, juste une petite précision, je n'ai pas été détenu par l'État islamique, mais par l'armée islamique. Parce que si j'avais été détenu par l'État islamique, je crois que je ne serais pas là ce soir. Bon, c'est une toute petite précision. Votre question, est-ce que le grand reporter doit être un lanceur d'alerte? Je crois que oui. Il faudrait d'abord définir ce qu'est un lanceur d'alerte, mais un grand reporter, Bon, grand reporter, vous savez, Patricia en parlera aussi bien, sinon mieux que moi, ça recouvre une réalité large. C'est à la fois, effectivement, des journalistes qui vont, en général, sur des zones de guerre ou des zones de conflit,
qui ont plutôt une propension à couvrir une actualité hors des frontières du pays. Mais ça peut être aussi, ça l'est peut-être moins aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, c'était aussi une façon de récompenser jadis peut-être des gens qui étaient soit en fin de carrière ou qui étaient dans un placard, parce que ça existait à l'époque où la presse était riche. Aujourd'hui, les placards ont tendance à se vider parce que la presse étant peu prospère, elle n'a pas le luxe de s'offrir comme ça des gens qui sont dans les grands reporters affublés de titres ronflants. Oui, un grand reporter, ça peut être un lanceur d'alerte, évidemment, mais c'est d'abord des yeux et des oreilles qui racontent des situations qui sont par définition tendues, crispées, parfois dangereuses, et qui sont là pour lanceurs d'alerte, qui sont là pour raconter la vie, raconter des situations dans toute leur complexité. C'est à la fois facile et difficile. C'est facile parce que lorsqu'on est en Irak entre 2003, 2004 ou après, ou pendant des conflits, l'exercice de notre métier n'est pas compliqué parce que la scène dont on est témoin est riche en événements. Et donc, lorsqu'il s'agit de la prise de Mossoul ou la défaite de Daesh, ou lorsqu'il s'agit de raconter des interventions israéliennes au Liban ou ailleurs, ce sont des événements qui sont entre guillemets riches, et donc raconter la situation, raconter les témoins sur place, raconter les souffrances, raconter les complexités de ces situations, c'est assez facile parce qu'on n'a pas beaucoup à se creuser le cerveau pour dire je vais faire 4 feuillets ou je vais faire un 3 minutes en télévision. C'est difficile en revanche parce que effectivement ça demande, c'est un peu plus complexe que d'écrire un papier sur le dernier meeting électoral de Valérie Pécresse ou d'Éric Zemmour. Donc oui, dans ce sens-là, ça demande un peu plus de comment dirais-je, peut-être de courage, de goût de l'adrénaline, mais on est volontaire, on n'a pas été forcé de le faire. Donc voilà. Donc c'est ça, je pense, notre rôle, c'est de raconter ces situations qui sont tendues, qui sont complexes, qui sont violentes, avec un regard qui est à la fois un regard de journaliste occidental, mais aussi d'essayer de s'immerger dans ces réalités qui ne sont pas les nôtres, forcément. Donc voilà ce que je peux dire sur cette première question. Madame Patricia Lémonière, vous êtes diplômée de Sciences Po Paris. Vous avez également été correspondante permanente lors de la première intifada à Jérusalem et lors de la première guerre du Golfe, puis correspondante à Londres pour couvrir le conflit nord-irlandais dans les années 90. Le Congo, la Bosnie, l'Irak ou l'Afghanistan, pour ne citer que ces pays, sont aussi des zones de conflit que vous avez couvertes pour la France. En 2011, c'est en Afghanistan, dans une embuscade visant l'armée française que vous accompagnez, que vous êtes blessé. En qualité de chef du service étranger défense de TF1 et LCI, vous y avez couvert un combat de 10 heures ininterrompues, dont 5 pendant lesquelles vous étiez donc blessé. Les reportages et les œuvres que vous avez réalisées à cette période et durant toute votre carrière sont récompensés en 2012 lorsque vous recevez les lauriers Grand Reporter. En 2019, vous témoignez de vos expériences de terrain en tant que femme journaliste Grand Reporter dans l'ouvrage « Elles risquent leur vie », coécrit avec 4 autres consoeurs publiés aux éditions Talendier. Lorsque nous sommes entretenus en vue de cette table ronde, nous avions échangé sur votre vision du rôle de journaliste grand reporter en zone de conflit, et vous aviez défini 3 types de journalistes. Quels sont-ils? Et, compte tenu de votre expérience, comment définiriez-vous votre type de journalisme? Enfin, le journaliste doit-il être partie prenante dans un conflit, selon vous? J'ai défini 3 types de journalistes en zone de conflit, c'est ça? Je vais tâcher de m'en souvenir, hein, ça va pas forcément être facile.
Je crois que d'abord, en zone de conflit, il faut voir d'où l'on traite le conflit. C'est-à-dire qu'on peut le traiter du côté des forces gouvernementales, on peut le traiter avec les rebelles, on peut être en indépendant complet. À ces situations, je me suis trouvée chaque fois dans des situations différentes. Parfois, je suis partie avec l'armée française, parfois avec l'armée irakienne, parfois seule, comme au Yémen, nord-sud. D'ailleurs, le sud, je l'ai fait grâce à un bon contact que m'avait donné Georges, qui prouve qu'entre collègues, on s'aide. Mais bon, je suis passée au nord après. Et puis avec côté gouvernemental, moi, ce qui m'a le plus peut-être marqué côté gouvernemental, c'est quand j'étais en Syrie avec les forces et l'armée de Bachar el-Assad, où j'ai pu pendant un certain temps le faire. Après, je n'ai plus pu le faire. Ça, c'est trois positions qui sont très différentes dans notre façon de couvrir un conflit, parce que quand on est indépendant, effectivement, on n'a personne sur qui se reposer. On a son fixeur, parce qu'il faut savoir, c'est très important. Et puis, quand on va 10 fois, 15 fois, 20 fois dans une région, on n'a pas tellement besoin de fixeur parce qu'on a des contacts. On a surtout besoin d'un traducteur, moi en particulier, ne parlant pas l'arabe et les langues, mettons, serbo-croates, dans lesquelles j'ai pu aller. Donc, notre fixeur traducteur est devenu presque un ami, qui est presque notre double. D'ailleurs, c'est assez étonnant quand on fait des interviews. À la fin, on n'a même plus l'impression de ne pas parler la langue, tellement on forme qu'une seule personne, parce que souvent, on emploie la même personne. Et puis, effectivement, quand je disais trois types de journalistes, mais il y a aussi trois façons d'aborder. On peut être fixeur, on peut être autonome, enfin être isolé sur le terrain, c'est-à-dire être pas rattaché à une grosse entreprise, comme moi je l'étais pendant des années à TF1. Là, on a une structure incroyable qui vous aide derrière, qui vous aide en vous donnant des moyens extraordinaires de travailler. Il faut savoir que, par exemple, pour aller au Yémen, si je suis un jeune freelance, je peux pratiquement pas y aller. Pourquoi il y a des conflits qu'on ne couvre pas? Parce ils n'ont pas les moyens. Parce que si vous voulez y aller, il faut au moins payer déjà 200 à 300 euros pour votre jour, pour votre traducteur qui va vous fournir avec la voiture. Bon, et puis il va vous dire, attendez, il faudrait quand même 1 ou 2 hommes en armes. C'est ses potes la plupart du temps. Alors s'il n'est pas cher, il vous les fait $50. Bon, ça va. $50 chaque. Mais enfin, ça monte la mise. Si vous voulez rester vraiment bien bossé, rester 15 jours, 3 semaines, vous multipliez déjà 400 par 15 jours, 3 semaines. Et puis, si vous êtes une grosse boîte comme BBC, comme CNN, alors là, vous avez tout un armada d'armée avec voitures blindées, garde du corps étranger, et là, vous avez arrivé à $5000 jour. D'accord ? Et puis si vous passez au Yémen du Nord, ah ben là, le Yémen du Nord, comme dans d'autres pays, il vous demande une petite quote-part, genre, faudra un peu cotiser pour rentrer. Mais la cotisation, comme il vous fournit aussi le traducteur, la cotisation, elle se monte à $700. Donc quand vous êtes un jeune fixeur, comment vous faites? Donc vous voyez, il y a des positions de journalistes très différentes, si on est dans une grosse boîte, si on est plutôt indépendant, freelance, ou si on est dans un journal moyen qui vous donne quand même les moyens d'y aller. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que les entreprises de presse doivent faire avec les coûts, et on en parlera sûrement. Eh bien, les 3 journalistes que nous sommes deviennent pratiquement des journalistes un peu mendiants. Voilà. Je vous laisse élaborer pour la suite. Sur cette mendicité, nous mendions nos reportages. Peut-on partir, s'il vous plaît? Merci Madame la Lémonière. Donc quand on part, on ne part pas seul, comme vous l'avez dit. Ouais. Premièrement, sur place, pour accéder à l'information, il faut collaborer avec des locaux. Et une fois qu'on a accédé à l'information, il faut pouvoir la comprendre grâce à des traducteurs dont vous avez parlé. Quand nous sommes entretenus la première fois, vous nous expliquez que les journalistes, en fonction de l'information qu'ils voulaient couvrir, pouvaient se placer tantôt du côté des dominés, tantôt du côté des dominants. Et donc, est-ce que les risques pris varient en fonction du point de vue qu'on a adopté? Non, enfin, Georges aura sûrement un point de vue là-dessus.
Les risques, par exemple, moi, quand j'étais blessée, j'étais avec l'armée française et puis on était attaqués. Et puis, il y a eu ce jour-là 30 blessés, 4 en pièces détachées, des soldats qui s'en sont toujours pas remis, certains, un mort. Et puis, voilà. Donc là, c'est le risque du métier, comme dit Georges, on est là au mauvais endroit, comme lorsqu'il y a un accident sur la route, l'autoroute, un jour de pluie, en quelque sorte. En revanche, quand on prend des positions hostiles ou indépendantes, j'ai envie de dire, aux groupes ou aux autorités qui vous accueillent, évidemment, vous prenez des risques à ce moment-là. Vous prenez les risques de déranger. Évidemment, Georges, quand il s'est trouvé à l'endroit où il s'est trouvé, il a pris aussi des risques de déranger. Mais comme là, je vois que nous accueillons quelqu'un qui arrive, peut-être vais-je me taire. Voilà. Pour ne pas déranger le nouvel arrivant. Tous les regards sont sur lui et donc il est dérangé. La question... Monsieur Philippe Bouffon, vous êtes journaliste grand reporter depuis 1972 et avez parcouru le monde à travers de nombreuses zones de conflit. Vous avez couvert la guerre du Vietnam, mission pendant laquelle vous avez été blessé par balle à 2 reprises. Vous avez également pu couvrir les guerres de Bosnie-Herzégovine en réalisant donc de nombreux reportages, notamment à Sarajevo. Vous avez également pu documenter le sort des enfants soldats en Somalie pendant plusieurs mois et tant d'autres destinations comme la Russie, l'Irak ou la Thaïlande. En 2011, vous êtes pris en otage par les forces pro-Kadhafi et votre matériel est détruit. Vous décidez donc de mettre un terme à votre tour du monde en tant que journaliste grand reporter. Vous avez toujours été journaliste grand reporter indépendant. Prend-on plus de risques quand on est indépendant? Et pour vous, est-ce que l'indépendance est nécessaire pour traiter l'information de la façon la plus objective et donc de la façon la plus indépendante possible, comparée à une position de journaliste qui dépend davantage d'un gros groupe de médias? L'indépendance. D'abord, l'indépendance, ça se paye. C'est extrêmement difficile d'être indépendant. Très, très, très difficile. D'autre part, est-ce que... Oui, on peut essayer de faire ce que l'on peut, ce qu'on est. Oui, on peut essayer de faire des choses que l'on choisit. Mais le problème, c'est que les chaînes n'achètent pas vraiment tout ce qu'on peut rapporter aux chaînes. Voilà. Donc c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Monsieur Malbruno, nous avons parlé des points de vue qu'on pouvait prendre en tant que journaliste grand reporter. Nous avons également parlé donc des fixeurs que Madame Patricia Lémonnière a qualifiés de doubles. Qui sont ces fixeurs? Est-ce qu'ils prennent autant de risques que les journalistes grand reporters sur le terrain? Est-ce qu'ils prennent moins de risques, plus de risques? Ces fixeurs, ce sont... ça peut être à la fois de très bons amis et ça peut être aussi des faux amis. Parce que... voilà, donc c'est... Si vous voulez... comment dire, un fixeur, c'est quelqu'un qui va vous aider parce qu'il est à la fois traducteur et puis, pour certains journalistes qui arrivent sur une zone de conflit, qui n'ont pas des contacts, il peut prendre des contacts, etc. Donc, c'est quelqu'un qui va être rétribué. Et alors, voilà, il y a quand même parfois des excès. Il y a quand même de gros excès sur certaines zones où on voit des fixeurs qui demandent $500 par jour parce que justement, on est en période de conflit. Et donc là, moi, par exemple, je suis intraitable. Je suis assez raide avec les fixeurs parce que, bon, j'ai un peu la chance de couvrir qu'une zone, c'est le Moyen-Orient, depuis 25-30 ans. Donc, je n'ai pas besoin de fixeurs pour me donner des contacts parce que je les ai. Je peux en avoir besoin pour des traductions, etc. Donc, je suis assez dur avec eux.
parce que je me refuse de donner $500 à un fixeur, sachant que dans ces pays-là, $500 en général, c'est le salaire d'un ministre, etc. Donc il ne faut pas nous prendre pour des oiseaux. Donc cela étant, il y a des fixeurs qui sont très très bien et qui sont fiables. 80% des fixeurs sont fiables, mais il peut y avoir des failles parce qu'ils sont dans une zone, ils sont des locaux qui sont obligatoirement proches des pouvoirs locaux ou des rebelles locaux. Et donc, oui, il y a des dérives, évidemment. Donc, les fixeurs, je me souviens que certains confrères qui allaient au début de la guerre en Syrie en 2011-2012 à Alep, etc., ne rencontraient jamais un seul foreign fighter, un seul combattant étranger, parce que les fixeurs avaient comme consigne de ne pas leur en montrer. Donc les djihadistes n'existaient pas. Or, il y en avait déjà, on le sait bien. Voilà, donc après, le fixeur, c'est une question de confiance, quoi. Moi, j'en ai, quand je vais au Yémen, j'en ai un qui est un ami. Voilà, après, c'est une question de confiance, mais c'est vrai que c'est indispensable dans beaucoup de situations. Mais il faut comment dirais-je, de toute façon, tous les journalistes, quand ils se déplacent quand même, même s'ils connaissent pas particulièrement la zone, se sont renseignés, regardés, ont étudié les choses. Donc voilà, mais ce sont des gens qui sont indispensables et qui le savent. Donc en période de crise comme ça, c'est vrai que comme ils sont indispensables, bah, ils sont un peu chers, quoi. C'est la loi de l'offre et la demande, comme est. Et nous parlions de risques. Vous en avez pris un maximum, puisqu'on le rappelle, vous avez été otage de l'armée islamique pendant 4 mois. Est-ce que cet événement vous a fait remettre en question votre carrière de journaliste, ou est-ce qu'au contraire, elle a exacerbé votre volonté de couvrir des zones de conflit, et notamment celle du Proche et Moyen-Orient ? Bah, non, elle m'a pas fait changer, puisque maintenant ça fait bientôt 20 ans, et donc je continue. Mais c'est vrai que c'est une question que je me suis posée quand j'ai été libéré, parce que on ne sait pas comment on va réagir, hein. Donc je me suis dit, on va donner du temps au temps, et puis on va voir comment on réagit. Je sais pas, si je me suis dit peut-être que j'aurais plus envie de voir un arabe, un type barbu ou je ne sais quoi. Voilà, donc après, il faut relativiser, il faut replacer ça dans le contexte, il faut considérer ça que c'est un gros accident du travail, et puis laisser faire les choses. Et c'est vrai qu'assez rapidement, je me suis rendu compte que j'avais toujours autant envie de retourner au Moyen-Orient, et donc ne sachant faire que ça, j'ai continué. Et alors voilà, donc mais ce qui m'importait aussi, c'est de ne pas que cette expérience, qui était assez douloureuse quand même, n'influe pas sur mon jugement, quoi. Et après, j'ai continué de couvrir l'Irak comme je le faisais avant. Alors c'est vrai que ça demande un peu de recul, un peu parce que tout simplement ceux qui vous ont enlevé, ou la mouvance islamiste qui vous a enlevé, étant un acteur de la scène irakienne, ensuite quand vous avez à écrire sur cet acteur, là il faut un peu de recul, parce que mais justement si vous n'avez pas de recul, et si vous avez envie de les maltraiter dans vos papiers, il faut faire autre chose. Donc voilà, donc j'ai considéré que c'était un épisode douloureux, mais qui s'était refermé. J'ai pas voulu rester ex-otage longtemps. Et puis après, la vie continue, et donc voilà, maintenant c'est dépassé, c'est pas oublié, mais c'est dépassé. Et ça n'a pas influé sur ma façon de travailler. Alors c'est vrai que je suis resté un certain temps sans aller en Irak, parce que j'avais pas du tout envie de me retrouver une deuxième fois otage. C'est toujours le cas d'ailleurs, même quand j'y retourne, ou quand je vais au Yémen, dans des situations difficiles ou ailleurs, j'ai pas du tout envie de me retrouver dans ce genre de situation difficile. Mais c'est un épisode qui est maintenant derrière moi, quoi.
Merci pour votre réponse. On va maintenant se concentrer sur la question du retour et du traitement du choc post-traumatique. Donc, Monsieur Buffon, de retour de vos missions, commence alors le processus de sélection et de traitement de l'information que vous avez collectée. Mais on imagine que tout ce que vous avez vu n'a pas nécessairement été documenté, et tout ce qui a été documenté ne doit pas forcément être exposé compte tenu de la violence des scènes, dont vous êtes témoin. Est-ce qu'il y a du contenu que vous refusez de diffuser ? Quelles sont les limites que vous vous fixez ? Et à votre retour, traitez-vous vos chocs post-traumatiques et comment ? Moi, à chaque fois que je revenais de reportage, que ça soit photographique surtout, parce que j'ai fait 3 séjours au Vietnam, j'ai fait ensuite plein de séjours au Liban, etc. J'allais voir un psy. Et ça, vraiment, je me vidais complètement. Et ma vie familiale en était bien meilleure. Ensuite, quand je suis parti en ex-Yougoslavie, etc., ça a été la même chose. Mais de moins en moins. Et j'ai pu voir les dégradations de ce genre de choses. Voilà. C'est vrai que on peut, quand on rentre, avoir des petits problèmes. Des petits problèmes par rapport à... Et par rapport au contenu que vous refusez de diffuser, est-ce que du contenu que vous refusez de diffuser suite à votre retour, est-ce qu'il y a des images que vous dites je ne pourrais pas l'inclure ? Non, c'est pas des images que je refuse de diffuser. Par contre, on me dit, ah bah tiens, on a vendu tel et tel reportage, et je revois des choses, et je me dis, ah oui, et je revois le type, par exemple, avec qui j'étais parti, je me dis, bah lui, ça y est, c'est fini, je ne le verrai plus, il va certainement mourir. Et donc, à ce moment-là, on peut avoir un serrement de cœur. Et de manière plus générale, pour tous les intervenants, quand on travaille pour le compte d'une rédaction ou d'un média, est-ce qu'il existe un cadre, des aménagements, une structure vous permettant de traiter ces chocs, si jamais vous avez envie de communiquer là-dessus ? Parler par rapport à ce qui vient d'être dit, je crois qu'on réagit tous de manière très différente par rapport à ce que l'on voit et à ce que l'on ressent. Par exemple, quelque chose de très, très anodin peut faire un choc très violent à quelqu'un, alors que de voir des gens qui sont en train d'agoniser parce qu'ils ne sont pas complètement morts et qui sont dans un char qui a été explosé, brûlé, et que la personne est toujours au volant de son engin blindé, mais pas totalement, vous voyez, morte, ça vous fait moins de choc que d'autres. Donc il y a une grande inégalité par rapport à ça. Il y a une grande inégalité qui vient aussi de la position que prend le journaliste par rapport à la victime et par rapport au dominant. C'est-à-dire que si vous êtes avec des mercenaires d'un groupe rebelle qui sont des sauvages, effectivement, qui sont très violents dans leurs actions et qui font des... Parce que vous pouvez les suivre, hein, et qui vont dans des villages et qui commettent des atrocités, vous avez vraiment une interrogation sur est-ce que je les suis et est-ce que je les filme et est-ce que je dois le faire parce que c'est ce que vous voyez, là vous avez une vraie interrogation, savoir si vous le faites ou pas. Et moi je me souviens qu'une fois en Afrique du Sud, je suivais des gens, c'était à l'époque où ils mettaient un pneu autour des gens, ils les arrosaient, parce qu'ils les supposaient être collabos, ils les arrosaient d'essence et voilà. Et donc on chassait avec eux les collabos. Et je ne m'étais pas posé la question de savoir si jamais on en trouvait un, qu'est-ce que j'allais faire ? J'allais filmer, pas filmer. Parce que filmer, ça peut être aussi encouragé. Donc c'est hyper dur. Et Dieu merci, la pluie est tombée, une pluie comme il y a en Afrique du Sud, et tout le monde est rentré. Et quand je suis arrivée à l'hôtel, je dis « Ah, formidable !» Et en fait, je n'avais pas le sujet, je n'avais pas l'histoire, mais j'avais échappé à ce questionnement qui aurait été terrible à ce moment-là. Je me suis retrouvée dans d'autres situations, effectivement, par rapport au questionnement et par rapport à ce qu'on abordait. C'est au Rwanda. C'est juste après le génocide, les gens commencent à sortir de la forêt, etc. Nous, on arrive avec le front, le FPR, avec donc les rebelles qui venaient de prendre le pouvoir. On arrive dans un village totalement vide et
on voit en haut de la place une espèce de truc, on ne sait pas bien ce que c'est. Et il y avait avec moi 2 télés, enfin moi et une autre télé, plus le journaliste du Monde et une presse anglo-saxonne. Et donc on était avec les soldats et on s'était arrêtés, voilà. Et le journaliste du Monde, qui était Frédéric Fritscher, va voir. Et il nous appelle comme ça, et on s'approche, et c'était une forme humaine, accroupie face à une banane et plantée sur un pieu, enfin comme appuyée sur un pieu. Et là, il y a une caméra qui s'est déclenchée et une caméra qui ne s'est pas déclenchée. Et c'était moi qui ne se déclenchais pas en quelque sorte. J'étais dans tous mes états, furieuse. Et on a eu un grand débat avec le caméraman. En fait, c'était un gamin qui était en train de mourir, on l'a déplié. Enfin, je vous passe le détail, il était mangé par les bêtes. Enfin bref, c'est horrible. J'ai dit après avec le caméraman, mais tu aurais dû filmer et on aurait vu après, le soir, quand on serait rentré, on serait posé la question. Quand on est reporter, on doit ramener, parce que c'est important, puis après, on se dit qu'est-ce qu'on en fait. Bon, c'est un vrai débat, et c'est un débat qui est difficile à trancher. Sur la question des syndromes post-traumatiques et autres qu'on peut ressentir, là, vous dites une grande inégalité. Moi, alors moi, j'ai été blessée, pas gravement, hein, j'ai eu le menton qui est tombé et plein d'impacts. Non, mais je pouvais marcher, enfin plein d'impacts dans les bras. J'étais pas, voilà, enfin c'était pas grave. J'ai pas eu le cœur explosé, j'ai rien eu. Voilà. Et donc, je pense que néanmoins, quand on est pendant les 5 heures de première heure de combat, on est très content. On a des images, c'est formidable. Pour une fois, on voit l'armée française qui se bat. Donc on est content. Quand on est blessé, on est un peu moins content parce qu'après d'abord, faut se remettre de ses émotions et après repartir pour sortir de ce guet-apens. Et donc, on peut être traumatisé à la sortie. On peut dire, on a risqué la mort, on a vu des gens mourir, voilà quoi. Je crois que si on transforme... Moi, j'ai refusé d'être évacuée sur la France. J'ai demandé à être soignée sur place. Et j'ai demandé à retourner sur une base et à assurer la suite du reportage. Bourré de trucs parce que je ne pouvais plus parler, mais bref. Au bout d'un... Et j'ai voulu que ce que j'avais vu soit quelque chose de positif. C'est-à-dire j'ai transformé le négatif, mais c'est pour vous tous pareil. On transforme un échec scolaire en l'analysant et en transformant en positif. Si, on y arrive. Si on le transforme en positif, je vous assure que ça marche à la sortie, si on y apprend quelque chose. Et donc, moi, j'ai transformé ça, j'ai fait du reportage, j'ai témoigné à l'antenne sur cette guerre dont on ignorait que nos soldats étaient sans arrêt, on leur tirait dessus, qui était une guerre pourquoi on était là, enfin, toutes les questions qui se posaient. J'ai témoigné en leur nom, et donc, j'ai pas eu de syndrome post-traumatique. Je pense que d'autres collègues qui ont vécu des choses différemment, nous, la grosse structure qu'on avait, c'est là, je complète, TF1 a mis à partir de, dans les années 2000, après mon histoire, donc à partir de 2012, et toute la guerre, sur la guerre en Libye et sur la guerre à Mossoul et en Irak, là, on a mis des structures où on avait des référents à l'hôpital militaire, là. On avait un référent psy, et ceux qui le sentaient pouvaient partir dans l'anonymat, suivre un cursus pour se rétablir. Ceux que je connais qui l'ont fait, il n'y en a pas beaucoup qui sont retournés sur le terrain. Voilà. Excusez-moi, j'étais trop bavarde. Pour ajouter sur ce que vient de dire Patricia, c'est intéressant quand on est confronté effectivement à une situation difficile, je pense que nous, dans notre cas, par exemple, on a été enlevé 4 mois, il y a eu des moments pas sympathiques, d'autres normaux, mais finalement, on avait toujours, enfin pas toujours, mais souvent, en tout cas, on essayait de voir plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et de vivre comme une expérience un peu initiatique d'un combat qui nous était imposé, et de se dire finalement il faut qu'on le gagne, et
voilà, d'autres avant nous ont été otages, d'autres avant nous ont souffert, d'autres avant nous ont été emprisonnés. Et donc, je crois que c'est l'exemple, et puis se dire finalement, tout ce qui ne tue pas enrichit, ça a des vertus, quoi. Parce que, alors évidemment, c'est pas facile. Là, comme tu l'as dit, c'est vraiment chacun réagit en fonction de son passé, en fonction de son expérience, en fonction de ses gènes, en fonction de plein de choses. Mais je crois que c'est une bonne leçon qu'on peut transmettre, c'est que face à une difficulté quand même assez forte, ne pas s'effondrer, et puis essayer de voir le côté positif des choses. Vous savez, l'instinct de survie, on en est tous dotés, et simplement vous l'éprouvez pas, et je vous le souhaite pas de l'éprouver, mais quand on doit l'éprouver, on se rend compte qu'il est assez fort, et qu'on peut tout à fait vivre pendant des semaines et des mois avec le minimum du minimum, quoi. Et donc c'est aussi, de ce point de vue-là, c'est une expérience qui nous permet, quand on l'adopte, ensuite de mieux, je pense, l'oublier, et de ne pas avoir nous, on n'a pas eu de syndrome post-traumatique. On nous avait dit, la DGSE nous avait dit, si vous avez un problème, venez nous voir, nos psychiatres vous soigneront, mais on n'a pas eu besoin d'aller à la DGSE pour se faire soigner. Donc, voilà, je pense que s'il y a un message que je voudrais transmettre, c'est qu'effectivement, on a tous en nous-mêmes une capacité de résilience forte et un instinct de survie qui est insoupçonné. Merci pour vos retours. On va passer sur une question plus actuelle, notamment au sujet de la Syrie, Monsieur Malbruno. Dans la nuit du 20 au 21 janvier 2022, il y a une centaine de combattants du groupe djihadiste État islamique qui ont pris d'assaut une prison de la région kurde. Plus récemment, le chef de l'État islamique en Syrie, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, a été tué lors d'une intervention militaire américaine le 3 février. Que signifie pour vous un tel regain d'activité de la part des djihadistes du groupe État islamique en Syrie? Est-ce que on peut penser à une reprise potentielle du contrôle du groupe dans la région, dans une partie de la région? Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la situation après l'élimination du chef de l'État islamique, qui est un gros événement dans cette région? Alors, d'abord, sur l'attaque de la prison de Guéran, là, pour Al-Qaïda, pour ensuite Daesh, attaquer les prisons, ça a toujours été un mode opératoire qui était utilisé à Badouche, près de Mossoul en 2007. Il y a eu au Yémen, il y a eu une évasion absolument rocambolesque où les types ont creusé un tunnel de 200 mètres. Et ça permet à Daesh, à Al-Qaïda, de libérer des forces vives, quoi, qui leur manque aujourd'hui. Et donc c'est la raison pour laquelle ils ont monté une vraie opération militaire avec plus d'une centaine de combattants, donc pour justement essayer à la fois d'infliger une défaite à leurs adversaires, et puis de récupérer des forces vives qui leur manquent. L'état de Daesh aujourd'hui en Irak et en Syrie, il est quand même Daesh en Irak et en Syrie et a été considérablement amoindri. En Irak, le nombre de ces attaques ont diminué considérablement en 2021. En Syrie, un peu moins, parce qu'il y a un phénomène de vase communicant. Lorsque le théâtre irakien devient moins actif pour Daesh, eh bien, on constate qu'en Syrie, en revanche, il y a une petite résurgence d'activité. En Irak, donc, Daesh, semble-t-il, est quand même très très contenu. La menace qui réoccupe de nouveau des territoires est faible. Les services de sécurité irakiens ont gagné en intensité, en puissance. Daesh a moins de possibilités d'avoir des complices parmi la population sunnite. Et puis il y a encore la coalition internationale qui aide les Irakiens à lutter contre Daesh.
En Syrie, les choses sont un peu moins simples, et ce qui permet à Daesh de survivre, parce que vous n'avez pas, contrairement à l'Irak, un État central encore puissant, et vous avez vous avez une situation qui est extrêmement complexe, parce que vous avez des reliquats de Daesh qui sont dans le désert à l'ouest, qui profitent parfois, comme c'est le cas d'ailleurs dans le cas de la prison, dans une zone qui d'ailleurs n'est pas une zone kurde, c'est une zone Asakeh, c'est une ville à majorité arabe, mais gérée par les Kurdes. Les Kurdes détestant les Arabes et réciproquement, et les forces de sécurité kurdes étaient composées à majorité de Kurdes. Daesh a trouvé parmi la population voisine de la prison des complices pour perpétrer cette attaque. Donc vous avez ce facteur-là, et puis vous avez le facteur que dans la partie ouest, dans la province d'Idlib à l'ouest, là qui est entre les mains d'un groupe, ex-groupe djihadiste qui essaie de se refaire une vertu en travaillant avec les services turcs, et qui contrôle des djihadistes plus radicaux qui sont dans la mouvance d'Al-Qaïda, dans la province où justement des djihadistes, y compris les djihadistes français, il y en a quand même une 130, 140, sont réfugiés. Et là, il y a une situation qui est très confuse, parce que vous avez donc HTS, ex-groupe djihadiste, qui veut apparaître maintenant comme je dirais halal, c'est-à-dire vis-à-vis duquel avec lequel on pourrait discuter, négocier. Leur chef se montre maintenant devant les télévisions américaines. Il a rasé un petit peu sa barbe. Bon, voilà, il faut pas faut pas exagérer. Je pense que ce relooking là est quand même quelque chose. Ça reste quand même des islamistes radicaux qui, nous dit-on, ou assure-t-il, ne veulent pas exporter le djihad, sont dans un cadre de lutte nationale. Donc voilà, donc vous avez dans cette Syrie qui aujourd'hui, même si Assad a gagné, il a gagné, mais il règne quand même sur un champ de ruines, et puis il y a des poches en quelles où il y a encore des djihadistes, et donc mais globalement, alors la Syrie justement, il peut y avoir, et pour nous c'est un problème, parce que ces 120 ou ces 130 Français qui sont dans la région d'Idlib, sous le contrôle plus ou moins de HTS, ce groupe qui, il y a une semaine, a libéré le djihadiste niçois Omar Hansen, avec les Turcs qui jouent un double jeu. Donc il peut y avoir des passages justement en Turquie et des retours. Et pour nous, c'est vrai que cette présence de 140 djihadistes français est un enjeu de sécurité nationale, parce que tôt ou tard, ils pourraient vouloir revenir. Il y en a qui se font soigner en Turquie, etc. La Turquie nous aide. Parfois, la Turquie a probablement aidé les Américains dans la capture et l'élimination du chef de Daesh. Mais voilà, donc Daesh quand même, Irak-Syrie est quand même aujourd'hui beaucoup moins menaçant qu'il l'était il y a encore 5 ans, c'est sûr. Merci Monsieur Malbruno pour cet éclairage. Nous vous proposons maintenant de changer d'aire géographique et de nous pencher sur les Balkans. Monsieur Philippe Buffon, vous avez pu couvrir les guerres de Bosnie-Herzégovine qui ont duré près de 4 ans et sont connues pour être le conflit le plus meurtrier d'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous y avez réalisé une série de reportages et nous vous proposons d'en visionner un extrait tout de suite. Si mon ordinateur veut bien. Depuis 4 mois, ces hommes répètent sans cesse les mêmes gestes. Chercher la cible, coller l'œil au viseur, tirer pour tuer. C'est le cas de Goran, l'homme en bleu. C'est un moment vraiment terrible. Quand vous prenez un flingue, quand vous devez tirer.
Quand la guerre s'arrêtera, je vais aller sur une île, regarder le reflet des étoiles sur la mer. Tous les combattants après la guerre ont besoin de paix. Qu'est-ce que je veux dire? Peut-être je veux finir mes études et essayer de vivre normalement. Si je reste en vie. Blackwater. Il était avec Blackwater. Il était avec Blackwater. Et Monsieur Buffon, pourquoi avez-vous décidé de suivre cet homme? Qui est-il et qu'est-ce que cette scène dit des violences dont vous avez été témoin dans ce conflit? Vous voulez que je répète toute la question? Pourquoi avez-vous décidé de suivre cet homme? Qui est-il et qu'est-ce que cette scène dit des violences dont vous avez été témoin dans ce conflit en Bosnie-Herzégovine? Moi, ce reportage m'a touché pour la simple et bonne raison, c'est que pour moi, ce jeune homme, ce jeune étudiant, représentait justement la détestation de la guerre. Tu vois, il essayait de sortir de la guerre. Et j'avais tout fait pour le retrouver. 20 ans plus tard, je l'ai retrouvé. Mon Dieu, c'était horrible. Horrible. Il est parti en Irak, ensuite il est parti en Afghanistan. C'était chez Blackwater, et mercenaire. Il faut dire que Blackwater, c'est une société américaine qui est cotée en bourse, enfin qui était cotée en bourse. Maintenant, je crois qu'ils ont changé de nom. Et bon, voilà. C'est le Wagner américain. Oui, c'est le Wagner américain, tout à fait. Le Wagner américain qui a participé à la bataille de Fallujah en 2004, etc. Mais et entre 92 et 2003, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du mercenariat aussi, ce gars? Il a fait du mercenariat. Ouais, c'est ça. Donc il n'a pas pu sortir du... Entre 95 et ouais. 2003. Ah ouais. Bah, c'est bien payé, oui, c'est bien payé, mais... Et ben voilà, oui. Il a acheté une baraque en Croatie. Il a eu de la chance parce que nous, il y avait avec nous, pendant notre détention, à un moment donné, il y a un couple de messieurs. Ils étaient trois, mais il y avait le chauffeur irakien. Ils avaient été attaqués sur la route. C'était des mercenaires, mais ils étaient macédoniens, je crois. Ils travaillaient sur une base américaine et il y avait un jeune type avec son beau-père. Et puis le chauffeur irakien qui avait été sérieusement blessé. Donc le chauffeur irakien a été exécuté sur le coup. Et les deux autres ont été, au bout de 2 mois, personne n'en voulait, ils ne voulaient pas payer de rançon, donc ils ont été égorgés, quoi, etc. Donc il a eu de la chance, votre collègue. Là, Mais c'est intéressant parce que ça montre que finalement, c'est une drogue, quoi. Il leur faut, il y a quelque chose. C'est la violence, ouais. D'un seul coup. Et puis l'adrénaline, peut-être. L'adrénaline, la violence, l'argent, parce que c'est bien payé, quoi. Et... Bon. Évidemment, la drogue de la violence, oui. Certainement. Et puis retomber après dans une vie terne, parce que effectivement, ces types-là, ils ont quand même... ils ont un peu... Enfin bon, c'est des fighters, ils ont un petit grain quand même. Donc je pense que s'ils reviennent après chez eux, ils doivent trouver la vie un petit peu terne, et donc ils ont besoin de repiquer, de remordre à l'hameçon, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est... épouvantable. C'est tout le problème aussi, je pense, de la sortie de nos commandos les plus spéciaux, qui partent sur le terrain pour éliminer aussi. Et ce sont des hommes qui sont pourtant formés justement à prendre de la distance, etc. Mais moi, j'en ai connu, tu en as connu. La sortie des forces spéciales et des commandos les plus secrets est très difficile pour eux. Très, très difficile.
Et souvent, ils continuent d'une certaine façon à faire du conseil. On les retrouve parfois en Afrique. Enfin, les plus accrochés, comme vous voyez, on les retrouve sur le terrain dans d'autres fonctions, mais qui sont des fonctions où il y a la même adrénaline, les mêmes combats, les mêmes enjeux, et ils vieillissent comme ça, quoi. Ah oui, bien entendu, il y en a plein qui ont rejoint des compagnies américaines ou même autres. Oui. Merci. Donc nous allons terminer cette deuxième grande partie sur l'Afghanistan, que nous allons essayer de traiter relativement rapidement parce qu'on voudrait aborder le sujet des évolutions du métier de journaliste grand reporter. Donc l'été dernier, les talibans ont repris le contrôle du gouvernement afghan 20 ans après la chute du dernier gouvernement qui était dirigé donc, par ce mouvement islamiste fondamentaliste. Donc c'était pendant la période 1996 jusqu'à 2001. Cette nouvelle prise de pouvoir a engendré un regain de crainte de la part de beaucoup de gouvernements, notamment occidentaux, quant à la situation économique, sociale et politique de l'Afghanistan, déjà préoccupante. Mais la philosophie du nouveau gouvernement taliban semble en surface significativement différente de celle observée pendant la période 1996-2001, puisque à sa prise de pouvoir, les talibans se sont efforcés de montrer un visage assez modéré. Ils ont annoncé la formation d'un gouvernement qui se dit donc inclusif et non hostile à la conservation des libertés individuelles et non hostile également au respect des droits des humains et notamment le droit à l'éducation pour les femmes. Mais malgré toutes ces annonces, les actes se font timides. Il y a seulement 8 des 34 provinces afghanes qui ont vu des établissements publics d'enseignement réouvrir. Selon l'ONU, il y a eu plus de 100 proches de l'ancien gouvernement qui ont été tués donc, par le nouveau gouvernement taliban. Madame Patricia Lémonière, vous avez été plus d'une dizaine de fois en Afghanistan. Selon vous, est-ce naïf de croire qu'il est possible de collaborer avec un tel gouvernement sur des sujets que sont les droits humains, la démocratie, les libertés? Est-ce que collaborer avec ce type de gouvernement, de régime, est-ce que ce ne serait pas déjà légitimer un tel gouvernement? Alors, c'est pas moi qui vais essayer de définir ce que devrait être la politique internationale vis-à-vis de l'Afghanistan. Ce que je peux dire, c'est que les talibans n'ont pas changé, je ne crois pas. Il suffisait d'aller dans les zones, et certains journalistes l'ont fait, dans les zones qu'ils contrôlaient avant la prise de pouvoir de Kaboul, je serai brève, avant la prise de pouvoir de Kaboul, pour voir que dans les zones qu'ils contrôlaient, eh bien, il y avait leurs juges qui rendaient la justice, ils avaient les femmes qui étaient mises de côté, enfin, c'était le même système, et ça s'est passé 1 an avant la chute de Kaboul, même plus d'1 an. Donc, autour de Kandahar, dans toutes les campagnes, dans tout l'Ouest, etc., en Paktia, en Paktika, ils étaient chez eux, et ils avaient déjà implémenté, ils avaient leur système déjà qui fonctionnait, d'accord ? Donc, aujourd'hui, ils ont simplement élargi au pays, puisque selon les accords qu'avait passé Donald Trump avec leurs responsables et qu'a appliqué Joe Biden, eh bien, ils ont pris le pouvoir. Je ne pense pas que les hommes aient changé. Les hommes, en revanche, vont effectivement discuter à Oslo, là où ils espèrent obtenir de l'aide alimentaire pour nourrir leur population. Toute la question aujourd'hui qui est posée à la communauté internationale, est-ce que l'aide alimentaire, que veut-on ? Est-ce que l'on veut changer l'Afghanistan ? Est-ce que l'on veut changer le régime imposé par les talibans ? Alors jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup pris la route de cette volonté. Et est-ce que l'on croit que l'aide humanitaire va nous permettre d'infléchir la dureté qui nous choque tant dans ce régime? Je crois que si on ne se pose pas ces questions très clairement, et si on n'a pas le courage d'y répondre, eh bien on va louvoyer en espèce de petite politique, ah bah oui, il faut aider parce que, mon Dieu, les enfants meurent. J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où les enfants meurent aujourd'hui. Il y a beaucoup de pays qui sont bombardés, on peut parler de la Syrie, on peut parler d'un tas d'endroits, on peut parler de l'Afrique, effectivement. Là, ça se passe sur une échelle qui nous choque beaucoup, parce que pour nous, l'Afghanistan, c'est presque emblématique d'une forme de lutte contre l'obscurantisme.
Mais je crois qu'on doit se poser ces questions. Personnellement, je ne crois pas que l'aide alimentaire ou le boycott complet peut infléchir des gens aussi déterminés que sont ceux-ci au pouvoir. Ni dans un sens, ni dans un autre. Alors que faire? Doit-on laisser les parents vendre leurs enfants pour nourrir les plus forts? Doit-on laisser les femmes se faire arrêter, violer pour certaines et disparaître? Doit-on laisser tous les militaires qui ont travaillé, s'ils ne collaborent pas, être traînés dans les prisons? Doit-on laisser un peuple crever de faim et des hôpitaux fermés? Je n'ai pas la réponse. Mais je crois qu'il faut qu'on puisse répondre un jour ou l'autre à cette question. Mais il faut un peu de courage que n'ont peut-être pas tout à fait nos gouvernants. Je ne suis pas un spécialiste de l'Afghanistan, mais tu connais ça mieux que moi. Mais alors, par rapport à votre question, faut-il collaborer? Collaborer, peut-être pas, mais je pense qu'il faut pas. Il faut à un moment reconnaître le régime taliban, parce que l'échec de l'expérience américaine est quand même foudroyante, et il faut évidemment faire avec les moyens du bord et essayer de convaincre les talibans par le biais de leurs amis qatariens et autres, qui doivent évoluer, et qu'effectivement on doit avoir un moyen de pression, et l'aide alimentaire peut en être un, mais je pense qu'il faut à la fois être réaliste. C'est-à-dire que l'Afghanistan, tel qu'on l'imagine, c'est probablement un leurre, quoi. Les Américains ont essayé, ils n'y sont pas arrivés en 20 ans, et donc il faut essayer d'amener ces gens-là à être un peu plus eux-mêmes réalistes et un peu ouverts. Alors effectivement, tu les connais mieux que moi. Les amener vers quoi? Vers qui respectent un peu les femmes, qui respectent un minimum de choses, tout en étant en Afghanistan, quoi. Parce que sinon ça va être pire. Enfin, vous savez, c'est tout le débat. On ne parle pas aux terroristes, on ne parle pas aux gens qui ne sont pas de notre avis. On en souffre beaucoup depuis cette vision un peu néoconservatrice. On ne parle pas à Assad parce qu'il a massacré son peuple. On ne parle pas aux islamistes, etc. Du Hamas. C'est pas du tout ce que je pense. Oui, c'est pas toi que je m'en cause. Mais effectivement qu'il faut leur parler. Mais il faut leur parler. Mais pas espérer des choses qui peut-être ne sont pas espérées. C'est-à-dire, je ne sais pas s'ils peuvent changer, je ne sais pas si on peut leur imposer notre vision du monde et notre modèle, tout comme je ne pense pas qu'on puisse imposer notre modèle au Mali, quoi. Non, voilà. Ah non, ça, imposer notre modèle, ça, je veux dire, c'est la pire des choses. On a essayé, les Américains ont essayé en Afghanistan, les Américains ont essayé en Irak, on a essayé avec les printemps arabes. Non, il faut arrêter cette vision. Je ne parle pas de toi, pas vrai. Mais il y a encore beaucoup de gens, à droite, la vision néoconservatrice, à gauche, la vision néo-interventionniste. On sait ce qui est bon pour vous, les Arabes, on sait ce qui est bon pour vous, les Afghans, on va vous l'apporter, etc. Et ça a été un fiasco monumental. Et donc voilà, il faut en finir avec cette volonté d'exporter notre modèle qui ne marche vraiment pas. C'est un b.a.-ba, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a encore des adeptes de cette théorie-là, quoi. Alors, après cette partie sur l'actualité, nous allons désormais passer à la troisième et dernière partie de notre conférence sur l'avenir du métier de journaliste grand reporter, les évolutions possibles du métier, et notamment, dans un premier temps, avec l'enjeu des nouvelles technologies. Monsieur Philippe Buffon. Aujourd'hui, l'information circule à un rythme effréné et continu. Sur les réseaux sociaux, nous avons accès à n'importe quelle nature et type d'information, de sources plus ou moins fiables. Est-ce que l'information continue est-elle un moteur de surinformation ou de désinformation? Et quels en sont les risques pour votre audience, l'audience en général, et pour le métier de journaliste grand reporter? Moi, ça fait quand même longtemps que je ne suis plus, dans le coup, hein. Donc, mais à mon avis, la surinformation et l'information en continu n'est pas une bonne chose. Bon. Surtout à l'international, à mon avis. Là, vraiment, ça craint, quoi. Mais c'est en raison... Alors moi, je voudrais savoir, je voudrais poser une question, moi je ne sais pas. Mais, par exemple, il se passe quelque chose en Syrie, il faut des images. Comment choisit-on ces images? Sur le web? Sur Internet? Comment, par exemple, dans un journal, Patricia, est-ce que
est-ce que tu prends des images qui viennent, par exemple, de Syrie, qui sont sur YouTube, sur... Non, c'est-à-dire que dans les médias, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Soit on a des gens, il y a des gens sur place. Par exemple, en Syrie, il y a l'AFP. Oui. D'accord. L'AFP, ils ont des caméras et ils filment. Et donc, ils envoient. Et on essaye chaque fois de faire ce qu'on appelle des images certifiées. C'est-à-dire qu'on utilise. Mais le souci, c'est qu'on a envie d'y aller. Mais après les enlèvements en Syrie, par exemple, c'était fini, Oui, pratiquement. les assurances, Enfin, on y allait, mais un petit peu, où on va dans la zone kurde. Oui. Donc, il y a des zones où nos médias ne veulent plus nous exposer. Il y a des zones où nos gouvernants n'ont peut-être pas très envie non plus qu'on y aille. Donc, il y a des pressions peut-être aussi. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans les directions. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur les chaînes, sur le web, chacun, en fonction de sa vision du monde, filme et diffuse. C'est-à-dire qu'au début de la série, tu t'en souviens, il y avait toutes les vidéos qui avaient été diffusées par les soldats syriens, de l'armée syrienne, où ils pensaient intimider, j'imagine, la population, en montrant des gamins un petit peu... je me souviens d'une image, un gosse qui est arrêté, qui est mis dans une voiture, on le conduit parce qu'il faisait le guet, il donnait des renseignements aux rebelles, et à un moment donné, on voit quelqu'un qui a un truc pour faire des décharges électriques, et on voit qu'il fait... Et puis après, on voit qu'il va taper le gamin, quoi. Et là, bon. Et il y a plein de trucs comme ça qui circulaient à ce moment-là. Bon. Après, le régime a compris que c'était pas bon. C'était une mauvaise idée, cette histoire. La population devenait de plus en plus militante. Mais nous, notre grosse difficulté, c'est effectivement ces gens, à part l'AFP ou des gens dont en qui on a confiance, le reste, c'est qu'ils ont leur regard à eux. Mais oui, voilà. Leur regard qui est porteur de ce qu'ils ressentent. Et s'ils sont actifs, militants ou victimes, et donc, voilà, eh bien, ils ne vont filmer que ce qui les touche. Et d'autre part, ils sont d'un côté. Mais nous, je veux dire, heureusement, on a encore dans bon nombre de conflits, enfin, il faut leur rendre hommage, les gens de l'AFP ou des Reuters ou des autres, ils font un boulot de dingue et ils prennent beaucoup de risques et ils assurent quand même. Donc là, bravo, chapeau, quoi. Et en plus, ils sont payés au lance-pierre. Donc, Ah ouais. Est-ce que tu disais, Philippe, ils sont d'un côté, je veux dire, c'est intéressant, on peut être d'un côté, c'est-à-dire on est témoin, mais on ne doit pas être militant. Voilà, et c'est là, et je crois que le conflit syrien, pour le coup, a introduit la confusion des genres, hein, parce que si on regarde la manière dont la presse, en particulier française, a traité ce conflit, il y aurait beaucoup à dire. Donc voilà, on est grand reporter, tu es caméraman, tu es photographe, etc., avec les rebelles, avec l'armée, tu es à un instant T avec un belligérant. Tu montres des images de la guerre, mais c'est des images à cet instant T d'un quartier de Damas ou d'Alep, etc. Mais à partir de là, le danger, c'est d'en tirer des conclusions générales sur tout le conflit, etc. Et c'est là, voilà, on est. Le danger, effectivement, c'est de passer du témoin au militant, parce que emporté par un désir de partager le combat des rebelles, des révolutionnaires, qui sont en général plus sympathiques que les bourreaux, sauf que parfois les révolutionnaires deviennent bourreaux et que les choses sont pas très simples. Donc faut toujours être voilà. L'image du gars que tu montres, je ne sais pas s'il était serbe ou musulman, il tire, il n'est probablement pas un saint, mais c'est la guerre, c'est un combattant et c'est un témoignage brut. Voilà, après, il ne faut pas en tirer justement des conclusions et un peu générales et donner des leçons ou essayer d'être militant. Moi, c'est toujours ce qui m'a un peu... et puis essayer de retomber effectivement dans cette vision un peu binaire. Je trouve qu'on est de plus en plus... Ça va rejoindre, je pense, votre question. Aujourd'hui, le problème de la presse et des grands reporters, c'est le grand reportage, ça coûte cher.
couvrir une guerre, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça coûte cher. Les médias ont moins d'argent. Et donc, c'est donc pour compenser cette relative pauvreté, le travers, ça peut être de faire, moi, ce que j'appelle du desk idéologique, c'est-à-dire à Paris, de prendre des images ou de faire des papiers en choisissant un camp, quoi. Et ça, c'est très dangereux parce que, par nature, les situations sont compliquées, sont complexes, et il y a en général rarement un bon et rarement un méchant, mais c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, oui, aujourd'hui, c'est devenu très compliqué parce que les grands médias, d'une part, ont moins d'argent, les grands médias consacrent moins de temps et de place à l'actualité internationale, sauf quelques-uns. Surtout les grands médias, tu es mieux placé pour en parler que moi, Patricia, les grands médias télévisés se sont encore plus appauvris, je trouvais, en couverture internationale que les grands médias écrits. Le Figaro, Le Monde, on a encore quand même une place conséquente. Ce qui me frappe, c'est vrai que dans les télévisions, quand j'ai vu, il y a une dizaine d'années, que les services étrangers n'existaient plus, après, voilà, je pense que pour couvrir ces zones conflictuelles, par définition complexes, hein, la Bosnie, le Moyen-Orient, c'est très complexe. Il faut y passer du temps. Il faut, aujourd'hui vous faites la justice ou un problème en France et que demain on vous parachute, je trouve que là on perd en qualité de reportage, et ça c'est dommage, quoi. Oui. Pardon, excusez-moi. Je vais juste apporter un truc. Justement, on compense parce que comme aujourd'hui on passe de la culture de la fraise dans le sud de la France à l'Afghanistan, par exemple, donc, où il n'y a pas de fraise, ce qui est bien embêtant. Donc on n'a pas de compétences, puisqu'on ne connaît rien à la culture afghane. On se déporte sur de l'affectif. C'est-à-dire qu'on ne vous donne plus les clés, on ne fait plus d'analyse, on ne fait plus de... Et donc, on ne fait plus que de l'affect. Alors, on va dire, les pauvres, ils sont malheureux, et on va vous tirer l'alarme, parce que d'abord, l'alarme, ça va vous accrocher, parce qu'aujourd'hui, tous les réseaux sociaux tirent les larmes, enfin, veulent faire du buzz, et rien de tel pour faire du buzz que de vous choquer. Alors, les larmes, quand on voit un pauvre petit qui est en train de mourir, on ne va pas vous expliquer peut-être que ses parents, en fait, c'est des vraies ordures et que c'est eux qui le font mourir, et ce n'est pas du tout la situation. On ne vous donne pas les clés. Et donc, mais ce n'est pas la faute de ceux qui partent sur le terrain, parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Ils ont potassé dans l'avion à toute allure les 40 pages qu'ils ont pu imprimer avant de partir, et encore imprimer, c'est même plus vrai, parce que maintenant, l'impression coûte cher. Donc, ils ont mis ça en copie sur leur ordi, parce que plus de papier. Donc, ils potassent ça, ils arrivent, ils cherchent leur fixeur, comme on a parlé, à toute allure. Ils en trouvent un qui ne paye pas trop cher ou qui paye très cher. Enfin, 500, maintenant, on est passé à 700 dans certains endroits. Et donc... ils font plus de l'affect, ils font plus que du buzz. Mais c'est vrai que moi, je parle c'est dramatique, ils sont malheureux. Hein, pour mon cas, par exemple, au Figaro, je vais au Yémen une fois par an, où je reviens et je fais 2 pages. On a le temps de s'apesantir, d'expliquer, de raconter toute la complexité. Parfois même, c'est trop complexe. Mais voilà, donc ça, c'est vrai que c'est un luxe, mais qui est devenu rarissime. Mais il y a des chaînes comme Vice, que je vous invite à regarder, où là, ils font du grand reportage, et souvent, c'est les mêmes qui retournent sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils ont eux aussi leurs compétences. Mais les grands médias lourds, etc., c'est fini. Merci beaucoup. Vous avez traité donc les dernières questions qu'on avait pour vous au sujet des difficultés de financement et du rétrécissement de la vision du monde qu'on peut avoir aujourd'hui dans nos médias. Donc nous vous remercions de vous être rendu disponible pour nous, pour les étudiants de l'Université Paris-Dauphine. Et nous vous remercions d'avoir accepté de partager vos témoignages et analyses des conflits actuels. Maintenant, nous allons passer à la séance de questions-réponses qui va durer 20-25 minutes. Donc on vous invite à lever la main si vous avez des questions à poser. Et voilà, il y en a beaucoup. C'est bien. Ouais, il y a le micro. Il y en a une qui a le micro. Attends, je vais lui donner.
Allô? Allez, c'est parti, c'est pour moi, première. Alors bonjour, je suis étudiante à l'IPJ comme vous. Donc voilà, vive le journalisme. J'avais des questions un peu de type traitement journalistique. Vous parliez justement de ne pas tomber dans le larmoyant. Mais comment on fait pour pas tomber dans le voyeurisme un peu quand on va justement sur ces zones de guerre? Comment on peut rester dans l'informatif et au fond, est-ce qu'il faut vraiment rester neutre sur ces questions et est-ce qu'on peut vraiment l'être? Voilà, première question. Je sais pas, mais... Ah oui. Oui, neutre, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, essayer de témoigner de la gravité de la situation que vous voyez, du caractère dangereux, de même des drames qui se jouent, mais en prenant un minimum de recul, en contextualisant, quoi. En contextualisant. Un minimum, quoi. Et donc... oui, et donc ne pas... oui, je pense que c'est le b.a.-ba du métier de journaliste. Il faut quand même aussi prendre un peu de recul, savoir quels sont les tenants et les aboutissants d'une situation de guerre, des belligérants, de leur... Voilà, on peut... Un récit décontextualisé, c'est intéressant, oui, bien sûr, mais peut-être qu'il est incomplet, quoi. Donc voilà, après c'est à effectivement de garder un peu de distance. Je pense que c'est quand même le b.a.-ba de notre métier, hein. Même quand on est jeune, quand on est porté à secourir la veuve et l'orphelin, il faut aussi avoir un peu de recul. Moi, j'ai été basé longtemps à Jérusalem, et donc effectivement, il y a un occupant, un occupé. Il y a parfois des affreux soldats israéliens face à des très gentils Palestiniens qui sont occupés. Et puis parfois, il y a des affreux Palestiniens et des victimes israéliennes. Donc les choses sont toujours complexes, mais il faut repartir un peu des fondamentaux de notre métier, c'est-à-dire raconter justement l'essence, l'origine des conflits, et puis oui, de ne pas tomber dans un pathos qui est peut-être sympathique, mais qui en général, je trouve, est un peu limite. Bonsoir, je m'appelle Gabriel Vattel, pardon, je suis là, voilà, merci beaucoup. Je suis en double licence droit-histoire et j'aurais deux questions. La première, c'est pourquoi vous avez fait ce choix de métier, et peut-être ce choix de vie même. Et la deuxième, c'est ce que vous avez fait avant vos premières expériences de grand reporter. On a parlé des premières intifadas, par exemple. Qu'est-ce que vous avez fait avant et qui a amené certaines grandes chaînes à vous faire confiance et à vous envoyer? Voilà. Merci beaucoup. Pour les chaînes, alors je vais faire pour la chaîne et puis après je laisserai la place aux autres. Moi, mon premier reportage, c'était sur l'historique des pommes golden, donc assez loin effectivement, mais de la fraise afghane, peut-être pas trop. Mais très vite, en fait, je suis passée au service étranger parce que c'était l'époque où il n'y avait pas de femme à TF1 en politique étrangère. Si, on avait une femme qui était une grande dame, très grande dame, qui parlait juste 8 langues, dont le russe et le chinois parfaitement, qui partait en reportage avec pratiquement ses mâles, et mâle au sens mâle, hein, voilà, vous avez bien compris. Et elle amenait aussi son équipe composée de 3 personnes, donc c'était un départ pratiquement pour l'Orient Express, et elle partait, elle nous ramenait des choses extraordinaires, etc. Mais c'était pas du tout dormir par terre et pas manger pendant 3 jours. Donc ils se sont dit, il va falloir faire changer. Et donc, ils ont pris celles qui étaient volontaires et pour nous amener, nous faire partir à l'étranger. Donc, je suis partie, j'ai eu beaucoup de chance, je suis partie très vite. Et pourquoi le grand reportage est international? Tout simplement parce que c'est un endroit où on se remet beaucoup plus en question, parce qu'on voit des systèmes de pensée, des modes de vie radicalement différents des nôtres. C'est un endroit où, dans les conflits, c'est des zones de tension extrême où les gens n'arrivent en général pas masqués.
c'est-à-dire que le tueur est le tueur, le professeur n'est plus professeur, il est juste tout père ou quelque chose. Vous voyez, c'est un endroit où on fait tomber le masque, et c'est ça qui m'intéressait. C'est un endroit où on est dans l'urgence et donc les gens ils ne cherchent pas à trop dévier et à répondre. Mais voilà, c'est une des raisons pour lesquelles... je vais juste répondre par rapport à vous. Pourquoi pleurnicher, etc. Enfin, peut-on éviter de faire pleurer? Je crois qu'il y a deux choses. Il faut savoir que si vous faites ce job, il faut cibler là où vous voulez aller, là où vous voulez bosser. Parce que tous les médias ne sont pas les mêmes. Il y en a qui sont beaucoup plus analytiques et qui permettent de conceptualiser comme Georges dans la presse écrite. Il y en a qui sont plus mainstream et qui vous feront faire, je ne sais pas, des quartiers de Paris ou de banlieue ou de petites villes jusqu'en Afghanistan et vous aurez une vue très très large, mais forcément plus superficielle du monde. Et puis il y en a, quand vous serez sur des chaînes que vous trouverez sur les réseaux, qui vous permettront de faire des reportages très, très ciblés, où vous vous mettrez peut-être un peu en scène, mais on peut se mettre en scène tout en gardant de la distance, j'en suis persuadée. Et là, voilà, là vous faites pas pleurer, mais si vous voulez, la larme ou l'émotion est quelque chose de communément répandu. Et donc, pour les grands médias qui sont mainstream, eh bien là, ils prennent pas de risques. Ils vont plaire à tout le monde. Mais il y a toutes des niches. Et on est dans un monde, je crois, où il y aura de plus en plus de niches. Donc, ciblez vos niches, trouvez la niche qui est pour vous, en quelque sorte. Celle qui vous convient. Il y avait plein de mains tout à l'heure. On a répondu à tout le monde? Bonsoir. En face de vous, à côté de la porte. Lucas, étudiant L3 droit ici à Dauphine. Je voulais vous demander, on a parlé de la surinformation. Est-ce que le journalisme grand reportage est en quelque sorte voué à sa perte, avec tout ce qu'aujourd'hui on peut parler, avec tout ce qu'on appelle l'open source, donc les images qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux ou même tout le renseignement qu'on peut trouver sur Internet. Aujourd'hui, par exemple, des journalistes, je pense à Mathieu Suc de Mediapart, peuvent nous raconter toute la campagne de l'État islamique en Syrie sans même quitter Paris. Est-ce que ce type de journalisme ou ce type d'information est concurrent au journalisme grand reportage ou est-ce que c'est tout à fait autre chose ou voire même est-ce que c'est complémentaire? Y a-t-il une place pour les deux et dans ce cas-là, quelle serait la plus-value du journalisme grand reportage par rapport à ce type de journalisme? Merci. Non, c'est complémentaire. Nous, si on a fait ce métier, c'est parce qu'on veut faire du terrain, si vous voulez. Moi, j'ai commencé à la Croix au service politique intérieur. Alors, je faisais du terrain. Je faisais l'université d'été de l'UDF, les jeunes giscardiens, etc. C'était du terrain. Mais après, je suis allé à Jérusalem et là, je me suis dit, c'est autre chose. Donc, pour revenir à votre question, on peut effectivement, Mathieu Suc fait du très bon travail, mais c'est plus du travail par rapport comment dirais-je, au background des djihadistes français qui sont revenus, qui ont témoigné, donc c'est très bien. Mais l'essence de notre métier, c'est d'aller sur le terrain, de voir ce qui se passe et de raconter ce qui se passe. On ne peut pas raconter ce qui se passe en Syrie à partir des fiches de renseignement de la DGSI qui a interrogé tel djihadiste français. Non, c'est pas... C'est autre chose. C'est très intéressant ce qu'il fait, c'est complémentaire, c'est très bien, mais c'est pas notre métier, c'est pas le grand reportage. En tout cas, couvrir l'international, c'est aller sur le terrain. C'est aller sur le terrain parce que c'est l'essence de ce métier. Quand on prétend justement couvrir une zone géographique, on doit aller sur le terrain parce que à la rencontre des gens, à la rencontre des acteurs, à la rencontre des situations, pour raconter. C'est aussi simple que ça. C'est pas. Alors pourquoi on le fait? Parce que je pense que on a envie, comme tu l'as dit, on a envie d'ouvrir notre horizon, on a envie de voir autre chose que des Français, on a envie c'est une curiosité élargie. Mais voilà, c'est essentiel, c'est le terrain. On est des journalistes, on doit être... Et c'est vrai qu'avec la difficulté que connaît la presse aujourd'hui, le journaliste de terrain à l'étranger est devenu de plus en plus difficile pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. Mais je pense qu'il en faudra toujours. Et
voilà, le tout, après, c'est la régularité de ces terrains. Si vous allez une fois tous les 5 ans, effectivement, ou en Afghanistan ou ailleurs, voilà, le luxe, effectivement, c'est de pouvoir y avoir une régularité, d'y aller souvent, et comme ça, d'être en phase avec ce terrain, et de pouvoir comprendre toutes ces complexités, toutes ces... voilà. Les problèmes de l'évolution effectivement de notre société. Dans les grands médias, on dit que les Français ne s'intéressent pas à l'international. D'ailleurs, on dit que sur les élections présidentielles, l'international ne fera pas l'élection en quelque sorte. Donc c'est comme si l'international, c'était quelque chose qui n'avait que très peu de valeur. Moi, je crois fondamentalement qu'il est très important de couvrir l'international parce que c'est un principe de démocratie. C'est-à-dire que ouvrir le champ de vision aux gens, rapporter ce que vous voyez sur le terrain, n'a rien à voir avec ce que vous trouvez ou vous lisez sur les réseaux sociaux. C'est complètement différent. Vous avez c'est comme si vous disiez, vous voyez, pendant le confinement, c'était cool, on était tous chez nous, on n'avait pas envie de sortir. Non, ça vous manquait terriblement. Vous alliez rester dans votre chambre avec votre truc et tout faire dans votre ordinateur. Non, c'était pas la vie. Vous êtes d'accord? Et vous avez perdu des connaissances comme ça. Même si vous croyez ne pas en avoir perdu, vous en avez perdu. Eh bien, c'est pareil. Si on va pas sur le terrain, et si les rédactions diminuent l'international, je pense que la démocratie en général, notre système en pâtira. Par rapport, juste je peux ajouter ce que tu dis sur les réseaux sociaux et les niches, etc. Moi, par exemple, je suis focalisé sur le Moyen-Orient, etc. Donc j'ai mon compte Twitter, j'ai mes abonnés, etc. C'est quelque chose, Twitter, qui a quand même beaucoup changé ma façon de travailler parce que mes 700-800 abonnés, c'est mon deuxième carnet d'adresses. Et le fil Twitter qui me concerne, c'est pratiquement le fil AFP sur le Moyen-Orient, même en général un peu plus rapide que l'AFP. Donc je crois que c'est comme tout, il faut bien choisir, quoi. Les réseaux sociaux, il y a le meilleur et le pire, quoi. Mais si vous êtes vigilant sur ce que vous voulez choisir, vous pouvez trouver de très très bonnes choses, quoi. C'est évident. Bonjour, je suis là. Je suis étudiante à l'IPJ Dauphine, étudiante en journalisme du coup. Et j'avais une question concernant être grand reporter en tant que jeune journaliste. Est-ce que c'est possible qu'une fois sorti du master, on puisse rapidement aller à l'étranger, aller dans des zones de conflit pour faire du journalisme, pour être correspondante pour un média où c'est pas quelque chose qui se fait en tant que jeune journaliste? Moi, je vous le déconseillerais. Je pense qu'il faut d'abord apprendre son métier. Il faut apprendre à apprendre les bases, etc. Parce que sinon, c'est quand même... Voilà, vous sortez de l'école de journaliste à 23-24 ans, vous débarquez à Kaboul. Je pense que déjà, qu'il y a l'obstacle de la langue, sauf si vous avez... Voilà, il y a quand même le dépaysement, il y a la pratique du journalisme qui est quand même pas tout à fait celle qu'on vous apprend à l'école de journalisme. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez faire ce métier ou cette activité-là de grand reporter, vous rôdez, vous apprenez les bases pendant 3-4 ans, 5 ans dans un média en France, etc. Et puis après, vous jetez, quoi. Mais parce que sinon, c'est quand même... Alors, ça peut marcher, je pense, ça peut marcher, mais c'est quand même une entreprise assez risquée, je trouve. C'est mon avis. Je pense qu'il faut effectivement faire du terrain. Déjà, même en France, faire un peu de terrain dans du terrain difficile. Et il y a du terrain difficile en France. Et puis après, si vous avez vraiment envie de partir, sauf si vous avez de la chance d'être dans un média qui vous fait partir, après, ce que font certains, c'est qu'ils partent en anticipant des conflits ou en anticipant des événements. C'est-à-dire, tiens, les JO vont se passer dans tel endroit, tiens, ça va se passer dans tel endroit. Et dans ce cas-là, on a des tribus de jeunes journalistes, qui ont 4-5 ans de métier, qui partent, qui habitent ensemble, qui mutualisent leurs dépenses, parce qu'ils ont très peu d'argent. Donc ils mutualisent leurs dépenses, ils habitent dans la même maison, ils partagent le même taxi, ils font tout ensemble souvent. Et avant de partir, ils ont essayé d'obtenir des petits contrats. Sur certains, ça marche. D'autres, ça ne marchera pas, ils rentreront plutôt secoués de leur expérience. Mais voilà, de toute façon, je crois que partout, il y a beaucoup de chance, il y a de la qualité, il y a de la détermination et pas mal de chance. Bonjour. Déjà, merci pour votre intervention, je suis juste là. En 2011, 2 journalistes du Monde, il me semble, sont entrés en Syrie dans l'idée de faire un reportage sur des témoignages.
et on finit par découvrir que le gouvernement syrien avait recours au gaz sarin, et donc ont complètement changé en fait l'objet de leur reportage. Donc ma question c'était, est-ce que justement quand vous partez faire un reportage, vous partez avec une idée précise, et sinon quelle part peut-être de hasard et d'évolution dans ce reportage vous laissez? On part avec une idée, ça dépend ce qu'on va faire. Moi, j'étais au Liban la semaine dernière. Bon, c'était pas. J'ai enquêté sur comment dirais-je, l'édredon social et les aides sociales que le Hezbollah apporte, etc. Bon, c'est une enquête, mais c'est pas un journalisme de guerre. Après, non. Après, justement, si vous partez, que vous savez ce que vous allez ramener, là, enfin, c'est pas comme ça qu'on conçoit notre métier. Voilà. Après, il y a le hasard, comme tu as dit, il y a la chance. Voilà, on a un angle effectivement. Mais encore une fois, quand vous êtes sur un terrain de conflit, la question ne se pose même pas, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à la fois plus facile et plus difficile, parce que si vous ou même de post-conflit, quand vous êtes à Bagdad le 10 avril 2003, lorsque l'Irak de Saddam Hussein vient de tomber, il suffisait de se baisser par terre pour trouver des sujets de reportage, de papier, parce que c'était un pays nouveau qui, d'après les Américains, allait se reconstruire, mais donc il y avait l'émergence d'une nouvelle entité, donc c'était assez facile. Donc voilà, il faut partir avec une idée quand même un petit peu déjà élaborée de ce que vous voulez faire, mais après c'est la vie, et c'est les événements, et c'est l'histoire en marche qui vous donnera l'opportunité de faire ce que vous allez faire. Mais c'est vrai que vous dites, je vais aller faire tel sujet avec les rebelles, avec le pouvoir, etc. Mais après, c'est justement, c'est la surprise. C'est ce qui fait le charme de notre métier, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va rapporter, quoi. Il ne faut surtout pas, effectivement, partir, comme tu l'as dit, Georges, avec une idée préconçue. Mais par contre, il y a deux choses qui se passent. C'est qu'il y a le journaliste d'actu, c'est-à-dire que vous couvrez l'actu, vous couvrez l'événement. Et là, effectivement, comme dit Georges, ça s'offre à vous, c'est pas trop difficile, il n'y a plus qu'à ramasser. Après, le plus difficile, c'est de prendre du recul. Parce que quand ça va très très vite et que vous avez la pression d'en envoyer 4 dans la journée, reportage, il faut aller vite. Et c'est toutes les erreurs qui peuvent être commises parfois sous la pression. Alors ça, c'est le journaliste d'actu, mais sa difficulté à lui, c'est de prendre du recul. Et puis, il y a le journaliste qui part pour une enquête, quelque chose plus au long cours. Alors souvent, il est très anglais, effectivement. Et il part avec une idée peut-être de démontrer quelque chose. Ou essayer de trouver quelque chose. Et là, c'est une démarche complètement différente. Et là, justement, il faut faire très attention de ne pas avoir d'idées préconçues. Voilà. Et de ne pas dire, c'est ça que je veux trouver. Parce que si vous partez avec l'idée, c'est ça que je veux trouver, à mon avis, ce n'est pas la bonne démarche. Il faut enquêter sur la corruption, il faut enquêter sur quelque chose, mais pas dire je vais en trouver absolument chez un tel et chez un tel. Voilà. Il faut un peu se laisser porter par l'enquête qui va vous ouvrir des portes de plus en plus grandes. Mais c'est deux journalismes différents. Hein. L'enquêteur et le newsman, quand même. Mais Georges fait les deux, ça tombe bien. Bonsoir. Je voulais simplement poser une question sur, puisque faisant référence au reportage que l'on a vu tout à l'heure, est-ce que vous ne nous considérez pas comme aussi un peu shooté à l'adrénaline parce que vous avez une vie assez intense, avec beaucoup d'action, avec une notion de danger? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous manquerait? Enfin, c'est quelque chose qui est important pour vous et c'est un besoin. Et comment vous gérez les retours, justement, sans parler de stress post-traumatique, quand vous vous retrouvez dans une vie plus calme, entre guillemets, et plus sereine en France, comment ça se passe? Non, mais vous savez, il ne faut pas non plus, je veux dire, on va pas, il faut ramener les choses à leur juste mesure. Ce qui est sûr, c'est que, je pense que je parle en mon nom, mais Patricia et Philippe aussi, quand on va sur les terrains comme ça, quelque part chez nous, il y a une quête d'adrénaline. Bon, après, cette quête d'adrénaline, ça n'est pas une drogue, et on ne va pas s'exposer comme ça, le torse bombé devant le danger. Non, on est quand même, en effet, d'être adulte. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une curiosité, il y a une recherche des situations qui sont extraordinaires, oui, qui ne sont pas communes, c'est vrai. Bon. Mais ça, c'est l'essence de notre métier. Bon, après, quand on revient, vous savez,
vous êtes jeune, c'est un métier qui fait rêver, il faut vivre ses rêves, mais vous n'allez pas, même qu'un grand reporter, tous les jours, il ne va pas se shooter au grand reportage, etc. Et donc, on ne va pas faire des grands reportages chaque semaine. Donc, on n'est pas, il faut aussi être, entre guillemets, banaliser tout ça. C'est pas des grands moments de reportage, il n'y en a pas un tous les mois quand même. Hein. Donc après, c'est même quand on fait du reportage à l'étranger, c'est aller sur le terrain. C'est ça qui est important, au-delà des mots un peu ronflants, c'est quand tu aimes l'Afghanistan, moi j'aime le Moyen-Orient, c'est de retrouver ces régions et de voir comment les choses évoluent. Voilà, tout simplement. Et c'est pas souvent, c'est pas ni dramatique, ni sensationnel, c'est simplement suivre, faire justement ce qu'on fait moins, c'est ce qu'on a fait avant, du follow-up. Voilà, suivre un dossier comme le type qui est au service politique de TF1 ou du Figaro suit Emmanuel Macron, suit les LR ou je ne sais quel parti, nous on suit tel dossier, l'Afghanistan, le Moyen-Orient, etc. Et donc c'est ce suivi aussi un peu au long cours qui nous intéresse, et c'est pas tous les jours l'extase et le scoop mondial, hein, non, hélas. Oui, on a beaucoup de choses banales dans les mois qui se passent, où on reste à Paris et on fait du suivi avec les contacts qu'on peut avoir à Paris. Enfin, j'avouerai quand même qu'on est un peu... Enfin, moi, je pense que je suis un peu droguée au voyage. C'est pas tant à la balle qui siffle au-dessus de ma tête. Ça, j'aime pas ça du tout, je peux vous le dire. Surtout après avoir été blessée. C'est la peur, on sait tous ce que c'est. Donc, on n'aime pas courir quand ça... Non, c'est pas du tout agréable. Mais c'est le job. Mais en revanche, le voyage, l'aéroport, la valise, ça, j'aime bien. Et donc, sous Covid, ça a été très dur. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est quand même, on est un peu drogué. Voilà, je l'avoue, un petit peu. Bon, pas beaucoup, mais un petit peu au voyage. Moi, c'est au voyage. Les ambiances d'aéroport, j'adore ça. Et je me suis toujours dit, mais si un jour je prenais une autre direction, on veut que j'aille là, parce que tout est possible, tout se sent possible. Il y a toutes les annonces, vous allez là, c'est merveilleux un aéroport en fait. Donc c'est une liberté extraordinaire. Ça vous ouvre un champ de possibles incroyable. Alors on est un peu drogué moi je suis un peu drogué à ça, mais en même temps, comme Georges le dit, on a tout le reste au quotidien, c'est-à-dire que quand on rentre, effectivement, le retour, c'est le temps de l'avion. C'est le temps de l'avion. On monte dans l'avion, on est encore avec tous ses potes, etc. On monte, on descend de l'avion, on est à Paris, et là on arrive chez soi. Et là, hop, c'est fini. Parce qu'on ne va pas commencer à dégurgiter tout ce qu'on a vécu là-bas. Ça ne les intéresse d'abord pas. Et puis, ils sont contents de vous voir et pour aller faire autre chose, vivre avec vous. Donc, vous gardez effectivement tout ça pour vous. Eh ben, c'est ça. Voilà, chacun a son métier. L'infirmière, quand elle rentre et qu'elle a vu des choses abominables à l'hôpital, ou le médecin, pareil, il ne va pas commencer à raconter toute sa vie chez lui parce que vraiment tout le monde en aurait ras-le-bol. Donc je crois que c'est un peu ça, la nôtre, mais on est en ça très similaire à vous, ou à vos parents, plus exactement. Bonjour, je suis en face. Voilà. Moi, je suis ex-milieu extérieur en classe préparatoire et je me demandais, est-ce que vous pensez que la présence d'un journaliste sur une zone de conflit influence les acteurs du conflit? Par exemple, est-ce que des mercenaires auraient tendance plutôt à retenir leur coup devant la caméra? Et plus généralement, quel est le regard que les combattants portent sur les journalistes de guerre? Alors moi, je vais juste répondre rapidement. Je sais que j'ai été une fois à un colloque où il y avait des généraux de l'armée française. Et l'un d'entre eux, qui a eu une carrière très, très importante, après, avait comme théorie que la présence de journalistes sur le terrain les empêchait de virer dans une manifestation, dans des conduites qui seraient peut-être proscrites. C'est un témoignage de militaire que je vous rends. Et quelqu'un qui était vraiment exposé et qui... voilà. Quant aux militaires, aux autres militaires qui étaient ravis d'avoir des journalistes et qui voulaient, en Afghanistan ou ailleurs, tirer sur une pauvre ville qui ne demandait rien à personne, juste pour vous montrer qui tirait, moi j'ai vu des confrères leur demander de tirer pour avoir des images.
Et ils étaient ravis. Et alors là, ils se déchaînaient. Et je ne sais pas sur quoi les obus tombaient. Donc, c'est votre question est très, très bonne. Je crois que le journaliste, dans certains cas, peut faire en sorte que le déchaînement de haine et d'atrocité ne se produisent pas. C'est-à-dire que où des rebelles ou des militaires vont tenter de se contenir. Dans d'autres, ils vont vouloir faire au contraire les plus forts, les plus violents, ils vont vouloir renforcer leurs tendances les plus profondes. Et donc, dans ces cas-là, notre profession n'arrange pas la situation, au contraire. Mais ça se passe partout, même dans une usine en France. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous trois d'être venus ce soir. En fait, je voulais savoir si le journalisme en zone de conflit, plus que par rapport aux autres journalismes, est un domaine dans lequel on peut venir vous entraver dans votre activité. C'est-à-dire, sans aller forcément jusqu'à la censure, est-ce que la diffusion, on vous a déjà recommandé de ne pas diffuser une information en particulier? Moi, comme je suis en presse écrite, c'est un peu... c'est-à-dire, déjà, il y a l'accès à la zone de conflit. Après, voilà, et puis après, non, c'est pas... après... comment dire, après c'est la vérification de l'information mais ça c'est pas propre au journalisme en zone de conflit, mais c'est vrai qu'en revanche la part de la propagande peut être plus importante que pour couvrir le congrès du Parti socialiste par exemple. Mais donc oui, il faut être vigilant aussi mais de toute façon, en situation de conflit, on l'a vu avec l'Irak, il y a des journalistes qui ont une prise en charge des journalistes par l'armée américaine ou l'armée française, aujourd'hui au Mali. C'est vrai que, voilà, une fois que quand vous êtes embedded, vous êtes au lit avec l'armée américaine ou l'armée française, là, vous avez, je dirais, vous êtes un peu un journaliste cocardier, quoi. Vous allez défendre les forces spéciales françaises au Mali. Mais bon, c'est un témoignage d'une réalité à un moment donné, quoi. Donc, ça n'empêche pas qu'on est embourbé au Mali, même si votre reportage dira que parce que les militaires essaieront de vous montrer plutôt des choses positives. Mais voilà, il s'agit de ne pas être dupe, quoi. C'est encore une fois, donc de prendre un peu de recul, quoi. Oui, puis c'est à vous, je crois aussi, d'avoir plusieurs sources et plusieurs regards différents. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous regardez par exemple le Mali, effectivement, on ne va pas vous emmener dans les endroits les plus difficiles, on ne va pas vous emmener dans les opérations spéciales les plus difficiles. Quand vous êtes dans un autre endroit où vous êtes avec des forces gouvernementales ou emmenés par un porte-parole ou par un accompagnateur, je veux dire, effectivement, lui, il va vouloir filtrer ce à quoi vous avez accès. Effectivement, là, il y a des entraves dans notre métier. Je pense, moi, en particulier plus sûrement en télé qu'en presse écrite, on a des entraves. On ne nous donne pas accès. Par exemple, pour sortir de certains endroits, même quand souvent j'ai couvert toute la sale guerre en Algérie, on était enfermé à l'hôtel et il fallait demander l'autorisation pour aller dans un village. Parfois, 5 fois de suite, ils nous emmenaient dans d'autres villages. Je leur dis, mais c'est pas celui-ci que j'ai demandé. Ah bon, mais c'est pas ce qui est marqué ça. Bon, on repart demain. Ah, bah oui, vous voulez aller dans cette école? Ah bah non, c'est la mauvaise école qu'on a marqué dessus. Et on a sans arrêt, il y a beaucoup d'entraves comme ça, si vous voulez. Donc c'est à nous, effectivement, en télé, ils sont beaucoup plus durs qu'en presse écrite. Et notre job est vraiment plus difficile à ce niveau-là. On a la force de l'image, mais franchement, parfois, pour l'acquérir, l'image, il faut vraiment se battre. Quant aux entraves qu'on pourrait nous mettre ici, dans notre société française, elles existent aussi. Parce que nous sommes entrés dans une ère que je juge plus une ère de communication qu'une ère d'information. Et donc, ce que cherchent tous les partis politiques, entreprises, tout ce que vous voulez, groupes de pression, opposition, enfin, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, c'est communiquer son point de vue. Et vous persuader qu'il faut communiquer, et en ne vous donnant pas ces deux... Et comme les journalistes sont pressés par le temps, eh bien, ils communiquent. Ils communiquent ce qu'on leur demande de communiquer. Ça ne veut pas dire que si vous êtes suffisamment malin, bah, vous allez regarder différentes communications, et vous allez vous faire votre point de vue. Et c'est là l'avantage d'être dans un pays démocratique, c'est qu'on a plusieurs sources de communication, et donc on peut se faire un point de vue.
C'est vrai qu'aussi que pour rebondir sur ce que dit Patricia, en situation de guerre, l'idéal c'est d'avoir une équipe côté rebelle et une équipe côté gouvernemental, et justement pour avoir cette multiplication des points de vue, parce que sinon, vous êtes borgne, quoi. Pour Israël, par exemple, quand il y a des conflits, en général, on mettait toujours 2 équipes. Une équipe à Gaza et une équipe côté israélien. Et moi, je me souviens, une fois, j'étais la seule à fournir un sujet à Gaza. On m'a dit, bah non, on ne le diffuse pas parce qu'on n'a pas le sujet d'en face. C'est vrai qu'il y a eu des conflits comme la Syrie, où là, l'aspect, comment dirais-je, la moralisation pratiquée par la fois par le pouvoir et par certains journalistes a fait qu'on avait une vision un peu déformée, et ce qui nous a conduit d'ailleurs à certaines mésaventures, en tout cas certaines déconvenues par rapport aux prévisions qui avaient été faites. Donc l'idéal, effectivement, c'est d'avoir, vous avoir quelqu'un côté à Alep, et puis d'avoir quelqu'un à Damas, et puis de confronter, et de dire voilà, il y a et d'essayer de recouper effectivement l'information, parce qu'en zone de conflit, la propagande est quand même beaucoup plus forte que, encore une fois, que pour couvrir n'importe quel événement banal en France. Donc, être des deux côtés du conflit, chaque côté des belligérants, et puis essayer de recouper, d'avoir des sources les plus neutres possibles, voilà, qui ne sont pas partie prenante au conflit, justement. Et voilà, pour essayer à la fin de produire un résultat qui soit acceptable et aussi proche possible que la réalité. C'est pas toujours évident. Je crois qu'on a le mot de la fin. Je suis désolé. On va devoir couper parce que il est déjà tard et je pense que les estomacs ont faim. Merci Monsieur Malbruno, merci Madame Alémonière, et merci Monsieur Buffon. Je pense que tout le monde ici était très intéressé par tout ce que vous avez dit. Merci à nos 3 présentateurs aussi qui ont animé cette conférence. Et puis merci à tous, et puis dans l'espoir de vous revoir pour une prochaine conférence de Dauphine Stratégie Défense.